Je pense que je ne suis pas spécialement différente ou exceptionnelle dans la mesure où il y a énormément de Français qui à l'époque se sont engagés. C'était un défi. Parce que j'ai fait d'autres études avant d'entamer le polonais aux langues orientales, il y a très longtemps parce que j'ai commencé, ça devait être en 1980 puisque je suis partie en Pologne en fait en 1981. C'était une période, si vous voulez, où bon, quand on est étudiant en général, surtout quand on est étudiant angliciste, on part un an en Angleterre, aux États-Unis pour enseigner, etc. Et là, bon, c'était un projet sympathique, mais c'était quand même un peu banal. Alors que le fait, justement, parce que ce qui s'est enchaîné, c'est que j'ai pu partir en Pologne l'année suivante avec une bourse de l'UNESCO. Et là, évidemment, partir en Pologne, c'était beaucoup plus exotique. Alors, on était après août 1980, date donc des grandes grèves en Pologne, de la signature de ce qu'on appelle les accords de Gdańsk, qui était en fait une manière pour le pouvoir communiste de reconnaître pour la première fois un syndicat qui était lui un syndicat indépendant du pouvoir communiste. C'était aussi quelque chose qui avait fasciné toute l'Europe occidentale parce que c'était la première fois en fait que des gens de ce qu'on appelait l'Est à l'époque protestaient et n'étaient pas tout de suite écrasés par les chars de l'Union soviétique. Donc la Pologne paraissait quelque chose d'assez excitant. Bon, la langue effectivement était assez excitante aussi. L'idée c'était de passer la grecque et de devenir professeur. Bon. Et puis, donc tout ça, c'était mon projet. C'est bien de faire des projets. Et puis arrive le 13 décembre 1981, où je me réveille en fait, parce que je louais une chambre en ville chez une dame d'ailleurs très gentille. Et tout à coup, à 6 h du matin, des gens frappent à la porte, etc. J'entends du bruit, c'était un dimanche. Je me dis, mais quelle horreur! Enfin bon, à 6 h du matin, ils viennent frapper à la porte, qu'est-ce que c'est que ça? Non, je ne vais pas rester dans cette maison, c'est sûr. Et j'apprends ensuite, une heure plus tard, par la gentille dame, parce que j'ai réussi à m'extirper de mon lit, que, eh bien, il y avait l'état de siège en Pologne. Et l'état de siège en Pologne, je connaissais déjà le mot, parce que le mot, déjà, le concept traînait. Donc l'un de mes premiers mots polonais, si j'ose dire, c'est justement stan wojenny, l'état de siège. On avait été avec des amis à la Philharmonie de Varsovie pour un concert, et à l'époque, en fait, il y avait justement Solidarité avait déclaré, alors ce que je traduirais assez maladroitement en français par l'état de préparation à la grève. Parce que dans les protocoles en fait, de grève en Pologne, il y a un certain nombre d'étapes extrêmement précises. Et donc avant non seulement on annonce qu'on va faire grève, mais même avant de faire grève réellement, on commence en fait graduellement justement à faire monter un peu la pression. Et donc dans cette situation, lors du concert, tous les musiciens, parce que tous les musiciens évidemment de l'orchestre étaient affiliés à Solidarność, au syndicat, et donc ils avaient tous évidemment leurs habits noirs et leurs chemises blanches, ils portaient tous le petit sigle de Solidarność à la boutonnière, et ils ont joué la 7e de Beethoven. Et je dois vous dire que bon, il y avait des jours plus ou moins bien à la Philharmonie, mais alors ce jour-là, la 7e de Beethoven, elle était exceptionnelle. Et c'est ce jour-là où j'ai entendu pour la première fois en polonais le mot état de siège. Bon, mais ça c'était l'ouverture, si j'ose dire, justement du point de vue musical. Le reste a été quand même beaucoup plus sordide, parce qu'il y avait vraiment rien à manger, mais rien. Et puis, il y avait des queues partout. Il y avait en plus un sentiment de malaise, d'horreur, de désespoir qui était tout à fait perméable, en fait. Je me souviens aussi très bien, parce qu'il y a une célèbre photo de Chris Nidenthal qui montre justement un véhicule militaire qui est arrêté devant un cinéma qui s'appelle Moscou, et à l'affiche duquel cinéma, il y a Apocalypse Now, le film de Coppola. Et tout ça dans la neige et tout. Je dois dire que je connais très bien, enfin, c'est pas un photomontage, puisque je suis passée à plusieurs fois en tram, puisque j'habitais à Mokotów, donc dans le sud de la capitale, enfin pas de la capitale, mais dans un des quartiers du sud de Varsovie, et donc je passais devant le fameux cinéma, et effectivement tout ça avait un côté à la fois dramatique et en même temps grotesque. Il y avait une atmosphère qui était très paradoxale, parce que l'atmosphère chez les gens, alors évidemment, tout le monde était contre, ça c'était évident, mais il y avait une atmosphère très chaleureuse, c'est-à-dire que les gens s'entraidaient, il y avait une solidarité incontestable aussi à ce niveau-là. Il y avait aussi une organisation justement clandestine qui était quand même assez exceptionnelle, parce qu'il s'agissait sans arrêt d'imprimer des bulletins, que ce soit parfois dans les lycées, dans les universités, dans la plupart des usines,
Dans toutes les grosses entreprises polonaises, il y avait ce genre d'activité. Donc il y avait ce sentiment justement quand même d'unité face à l'ennemi. Plus les manifs évidemment, plus tout le rituel, qui était le rituel par exemple d'allumer une bougie chaque 13 du mois, puisque c'était l'anniversaire de l'état de siège. Ne pas acheter par exemple le journal ce jour-là, enfin bon, il y avait des tas de choses il y avait une sorte... Et puis alors surtout il y avait le théâtre qui était extraordinaire, c'est-à-dire qu'on allait au théâtre. Et le programme en fait de l'année 81-82, c'était en fait celui qui avait été adopté à l'époque où Solidarité était encore légale. Donc il y avait eu évidemment quelques tentatives pour présenter des pièces un peu plus originales et surtout un peu plus, comment dire, qui étaient souvent celles d'auteurs polonais de l'émigration. Et à chaque fois qu'on allait au théâtre, ce qui était fascinant, c'est que le public réagissait de manière tout à fait animé, et à chaque fois qu'il y avait une citation qui pouvait avoir un rapport avec la situation politique présente, la salle applaudissait frénétiquement, au point que les acteurs, même ceux qui avaient des voix exceptionnelles, et bon, il y avait de très bons acteurs, étaient obligés de s'interrompre parce que les applaudissements duraient plusieurs minutes. Je me souviens très bien d'une pièce qui s'appelle Wezwolenie, qui est une pièce de Stanisław Wyspiański, qui fait partie des classiques en fait de ce qu'on appelle la jeune Pologne. Et puis, et au moment, on savait en fait que sur scène apparaîtrait une actrice qui s'appelait Mikołajska, qui était une très grande actrice, qui était aussi une femme justement tout à fait liée à l'opposition, qui avait eu maille à partir avec la police politique, puisque son mari, qui était écrivain, raconte d'ailleurs très bien, Marian Brandes. Et en fait, elle avait été internée et elle était très malade, donc ils avaient quand même réussi, enfin, on avait réussi à la faire sortir pour des raisons justement médicales, ce qui ne l'a pas empêché quand même d'apparaître sur une scène de théâtre. Donc, elle a repris un peu des forces. Enfin, surtout, elle avait une scène extrêmement brève parce qu'elle apparaissait, bon, dans le théâtre de Wyspiański, il y a beaucoup de personnages comme ça qui sont des personnages un peu, comment dire, évanescents, enfin, qui surgissent et qui disparaissent. Donc, elle faisait vraiment une toute petite apparition. Et à vrai dire, je ne la connaissais pas, enfin, je ne l'avais jamais vue auparavant, mais j'ai su tout de suite que c'était elle parce que immédiatement toute la salle s'est levée. Donc, moi y comprise d'ailleurs, et les amis avec moi. Donc là, je savais que c'était Mikołajska qui était entrée sur scène. Donc, c'était ce genre d'atmosphère. C'était très, comment dire, c'était très bizarre, dans le sens où effectivement, tout ce qui était de l'ordre du pouvoir et de la vie publique était évidemment quelque chose de déprimant. Je me souviens d'une de mes amies de l'époque, parce on était quand même plusieurs étrangers en Pologne à l'époque, à avoir eu la bonne idée de venir avec une bourse. Et j'avais une amie à l'époque qui était française et qui était en fait, alors qui était communiste. C'était compliqué, mais disons qu'elle était communiste. Bon, elle l'était. Et elle était venue aussi justement pour voir comment le communisme allait évoluer en Pologne, elle n'a pas été déçue. Et je me souviens de sa réplique une fois, parce qu'on attendait, on était parti visiter je ne sais quoi en banlieue de Varsovie, et puis on essayait désespérément de revenir à Varsovie, il se faisait tard, on attendait un bus qui n'arrivait toujours pas. La queue de gens qui attendaient le bus s'allongeait de plus en plus, on attendait, je ne sais pas, depuis 1 heure ou 1 heure et demie. Et il faut dire en fait qu'à l'époque, la police politique polonaise avait répandu l'information, qui était une fausse information, qui était en fait d'ordre de la provocation, selon laquelle ils avaient découvert des documents. La police politique avait prétendu que Solidarité avait décidé de pendre les communistes, des membres importants du Parti communiste polonais, à des arbres. Bon. Donc c'était vraiment une chose terrible. Et en fait, donc c'était le genre de choses qui circulaient, à laquelle évidemment nous ne croyons nullement, mais c'était une référence. Et en fait, donc mon ami en question, à ce moment-là, alors qu'on était en train d'attendre et que bon, c'était insupportable, me dit oh, « moi je les aurais pendus ». Et je me suis dit que venant d'une communiste française, dont nous savons qu'en général ils sont assez radicaux, ce genre de déclaration était tout à fait significative. Donc le degré d'exaspération était celui-là. Disons qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de m'intéresser sérieusement d'abord au polonais, de l'apprendre correctement. Ensuite, je me suis intéressée sérieusement aussi à la résistance. Et une fois rentrée à Paris, au bureau de Solidarność, qui était donc en fait une antenne, parce qu'au moment de l'introduction de l'état de siège, il y a quand même un certain nombre de dirigeants du syndicat, de dirigeants importants, de dirigeants régionaux, qui ont réussi en fait à échapper à la police politique et à la milice. Et donc ces gens-là en fait ont créé dans la clandestinité une commission qui était une commission provisoire de coordination
qui est née en février 1982. Et cette commission provisoire de coordination, elle a profité de l'enthousiasme aussi qu'avait suscité le mouvement, en particulier en France, mais aussi en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, et en Italie, pour justement créer une agence, en fait, une sorte de filiale qui était chargée justement à l'étranger de continuer non seulement à soutenir le mouvement, à faire du lobbying en fait en faveur du mouvement, mais en plus aussi évidemment à transférer l'argent, parce que les Français de ce point de vue-là, il faut le dire, ont été très très généreux. Les Américains aussi. Bon, il y a eu vraiment des sommes tout à fait considérables. Les Français étaient tellement enthousiastes que j'ai été moi-même surprise, je dois l'avouer, en rentrant. Donc j'ai rencontré très vite en fait Jurek Milewski, qui était le chef justement de la délégation étrangère de solidarité, qui avait été nommé justement par cette fameuse commission provisoire. La fameuse commission provisoire qui réunissait en fait tous les chefs des grandes régions polonaises, puisqu'il faut savoir que la structure du syndicat était une structure régionale et non pas sectorielle, pas de branche. Et ça s'est révélé d'ailleurs un très bon calcul, parce que justement dans cette période de clandestinité, il était beaucoup plus facile pour les gens de s'organiser à l'intérieur d'une région entre différentes professions, entre différents secteurs, plutôt que si on avait eu justement, par exemple, tous les mineurs qui, du nord au sud de la Pologne, auraient tenté justement de s'organiser dans la clandestinité. Donc Jurek Milewski était le directeur du bureau de Bruxelles, et c'est lui qui coordonnait en fait toute l'action. Bon, il avait un comité d'experts, ils ont choisi Bruxelles, enfin c'est lui qui a choisi Bruxelles, tout simplement parce que c'était le siège des grandes centrales syndicales internationales. Et ça a été payant parce que les dites centrales syndicales internationales, en 1986, ont reconnu Solidarité comme syndicat, alors que Solidarité n'existait plus officiellement. Donc ça a été, elle n'existait plus officiellement, mais disons que depuis l'état de siège, depuis 1982, il y avait eu suffisamment de manifestations, il y avait eu suffisamment de grèves, très très suivies, il y avait eu suffisamment d'actions aussi d'imprimerie et d'impression clandestine, que ce soit des livres ou des bulletins syndicaux, ou des bulletins d'ailleurs qui étaient faits à l'université ou dans les lycées, pour que justement les centrales syndicales internationales décident que Solidarité continue d'exister, en dépit de ce que racontait le pouvoir politique, communiste, évidemment. J'ai commencé moi à travailler pour le bureau de Paris, pas très tôt, à partir de 85 seulement. Je faisais des petites traductions auparavant, mais j'ai vraiment commencé à travailler pour eux en 85, en particulier pour le bulletin d'information du bureau, qui était édité tous les 15 jours. Et puis le chef du bureau de Paris était Piotr Chruszczynski, qui était donc quelqu'un de très bien et qui a dirigé le bureau avec beaucoup d'intelligence, parce qu'il fallait évidemment être très diplomate. Étant donné qu'on n'avait pas de contact avec les partis politiques, il n'était pas question de se mêler de la vie politique française. En revanche, il y avait beaucoup de contacts avec les 5 centrales syndicales françaises qui nous soutenaient et qui étaient à l'époque la CFDT, la CFTC, et là je dois souligner le rôle de Jean Bornard, qui était vraiment un homme exceptionnel, la CGT-FO, la CFE-CGC, qui est donc le syndicat des cadres, et puis il y avait quelque chose qui à l'époque s'appelait la FEN, et qui en fait rassemblait la Fédération de l'Éducation nationale, qui rassemblait la plupart des syndicats justement de l'enseignement national. C'est en 82 que j'ai rencontré Mirosław Rojecki, qui était à l'époque donc le directeur d'une entreprise que j'appellerais multimédia, qui était Contact, puisqu'ils ont commencé par publier un mensuel en polonais. Ils publiaient en fait aussi des petites cassettes audio, des petites cassettes vidéo. Tout ça a été évidemment transmis illégalement en Pologne. Mirek était très actif parce qu'en fait c'est lui qui avait les meilleurs contacts pour tout ce qui était édition clandestine. Donc au bout d'un moment, évidemment, il m'a demandé si j'avais pas envie d'aller en Pologne. Je lui ai dit que bien sûr, et évidemment il était prêt même à m'envoyer en Pologne, mais avec l'idée aussi que je pouvais peut-être servir à quelque chose, c'est-à-dire transporter de grosses sommes d'argent. Alors là, évidemment, il y a prescription, donc je peux enfin le dire, mais il est bien évident que c'était le début des années 80, donc il y avait un contrôle d'échange, puisque le gouvernement socialiste qui était arrivé au pouvoir craignait que les Français affluents n'emmènent tout leur argent à l'étranger, en particulier en Suisse. Donc moi, j'étais pas dans cette catégorie-là. Ceci dit, vu les sommes que je transportais, je risquais quand même d'avoir des problèmes avec eux, avec la police française. Et puis, il y avait aussi la police polonaise qui pouvait évidemment me regarder d'un mauvais œil.
Mais bon, j'ai toujours eu l'air gentille et sympathique, donc a priori rien ne s'est jamais passé. On utilisait aussi beaucoup des invitations de complaisance pour faire venir des militants du syndicat dans le cadre de stages. Et c'était soit des stages d'imprimerie par exemple en France, grâce à nos camarades syndiqués de la CFDT par exemple, ou de la CFDC ou d'autres syndicats. Stage par exemple sur la vie syndicale en France, les structures, ce qui était important c'était les structures juridiques. À partir d'un moment aussi, on a commencé à travailler grâce à quelques esprits tout à fait ouverts et intelligents dans le syndicat. Et là, je pense à mon ami Stefan Jurczak de Cracovie, qui était le leader régional, d'abord dans la clandestinité, et puis ensuite, après 1989, il est devenu le leader officiel. Ils ont eu l'idée, en fait, qu'il fallait aussi préparer la suite, c'est-à-dire la reprise de l'économie, la reprise en main de l'économie qui était dans une situation absolument catastrophique. Et je pense que aucune personne n'est capable d'imaginer qui visite la Pologne aujourd'hui de ce que ça a pu être dans les années 80. Il faut dire aussi, si vous voulez, qu'à l'époque, on ne s'imaginait pas du tout, mais alors pas du tout, que l'Union soviétique allait tomber. En 85 ou 86, la plupart des gens, l'Occident s'était un petit peu intéressé à d'autres choses, ce qui était tout à fait normal. La clandestinité continuait dans la clandestinité, mais ça touchait quand même une population forcément assez réduite. Et il n'y avait pas d'espoir que ça change très rapidement. On n'espérait même pas que le système tombe de notre vivant, hein, soyons clairs. Simplement, il fallait travailler quand même pour essayer de continuer à le miner de sorte à ce qu'un jour ou l'autre, ça s'écroule. Le facteur, en fait, qui a été vraiment le facteur unificateur, c'est Wałęsa, c'est-à-dire Wałęsa, comme disait tout le monde. Il a complètement fasciné les foules, c'est devenu une icône à tous les sens du terme. Et en plus, c'est vrai, le personnage est fascinant, c'est-à-dire qu'il suffit de le voir. Alors, dans un petit groupe, il y a quelque chose qui émane de lui, c'est incontestable. Mais alors, dans une assemblée beaucoup plus importante, là, ça devient fascinant parce qu'il est capable, alors qu'il y a 300 personnes, d'être le seul que tout le monde regarde et tout le monde écoute. Il commence par dire des choses qui paraissent très bizarres, parce qu'il adore les métaphores, et il est capable justement tout à coup de réunir en fait tous ces gens-là derrière un projet. Et s'il n'y avait pas eu Wałęsa, je ne suis pas sûre, honnêtement. Il y a eu évidemment le pape qui a joué un rôle important parce que ça a été aussi un point, disons, d'ancrage et de soutien en fait pour la population. Mais si je dois effectivement, si je fais le bilan de toutes ces années-là, sans Wałęsa, il n'y avait pas grand-chose de possible. Parce qu'il a concentré à la fois la résistance et l'amour de la plupart des Polonais. C'est quelqu'un qui, étant électricien, donc quelqu'un qui justement n'est pas habitué à négocier avec un très haut niveau de pouvoir, a été capable quand même de renverser le système. Alors certes, il avait des gens derrière lui, parce que s'il n'avait pas été crédible et légitime, ça n'aurait pas marché, mais c'est grâce à ses décisions, aussi parfois au fait qu'il ait réussi à freiner certaines décisions. Je pense à la provocation, par exemple, à l'assassinat du père Popiełuszko, ça a été aussi un moment tournant dans l'histoire de la Pologne. À partir de ce moment-là, les choses auraient pu partir dans une autre direction qui aurait été un peu celle de l'Ukraine, hein, pour résumer. Et Wałęsa a eu l'intelligence aussi à ce moment-là de dire non, d'arrêter en fait, de stopper l'exaspération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des intérêts économiques quand même, qui avaient d'ailleurs été initiés par Giscard d'Estaing, grand ami d'Edvard Gierek, et là on parle des années 70. Il y avait aussi une dette qui était colossale, et justement grâce à la générosité de Giscard d'Estaing, un certain nombre d'entreprises polonaises avaient réussi à s'endetter non seulement auprès du gouvernement français, mais aussi de banques commerciales françaises. Donc les socialistes arrivant au pouvoir se disent, il faut quand même essayer de préserver cela, c'est-à-dire qu'il faudrait que les Polonais payent leurs dettes, ou en tout cas une partie. Donc ils vont toujours essayer de naviguer un petit peu en essayant effectivement de renouer des contacts avec les Polonais. Il y a toujours aussi ce sentiment français, ce qui avait été initié par Giscard, c'est-à-dire que en fait la France et la Pologne peuvent être ceux qui sont plus indépendants que les États-Unis et l'Union soviétique. Donc ce sont des pays qui sont amenés, à cause de l'histoire évidemment commune, etc., à pouvoir créer un pont entre l'Est et l'Ouest. On parle des années 70, là, et des années aussi 80, donc on parle encore de la guerre froide, ou de la fin de la guerre froide, mais d'un début de réchauffement. Donc il y avait cette, pas forcément illusion, mais disons qu'il y avait
cette idée justement que la France et la Pologne pouvaient peut-être travailler ensemble à essayer de dénucléariser justement l'Europe en particulier, et surtout étaient capables de s'entendre plus facilement que les États-Unis et l'Union soviétique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les socialistes français vont être toujours dans cette perspective-là, parce que n'oubliez pas qu'en France, les ministres changent, par contre l'administration, c'est toujours la même, à part quelques directeurs, etc., départements. Les gens qui conseillent, les gens qui écrivent des notes, c'est toujours les mêmes en fait, et c'est encore les mêmes aujourd'hui d'ailleurs. C'est peut-être un peu la difficulté parce que certains n'ont pas compris que la Pologne avait considérablement changé. Mais bon, ce qui se passe en fait, c'est qu'à cause de cet intérêt économique, effectivement, les socialistes français vont essayer d'avoir une politique d'apaisement. Mais cette politique d'apaisement va être à chaque fois tellement critiquée par l'opinion publique française que j'ai même des textes tout à fait passionnants où certains ministres disent clairement à l'ambassadeur de Pologne communiste à l'époque, que bien sûr, oui, volontiers, ils seraient d'accord pour essayer d'atténuer un peu les sanctions, mais le problème c'est que les dernières élections, elles se sont mal passées pour eux, et que donc ils n'ont pas intérêt à mécontenter leur opinion et leur base. Et c'est ça qui va être en fait le moteur. Et si on ne sait pas ça, si vous voulez, on ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les socialistes français, je ne les accuse pas d'avoir été plus ou moins favorables à Moscou, ou plus ou moins favorables aux communistes, etc. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ont compris au bout d'un moment que de toute façon, les Polonais ne paieraient pas leurs dettes, les Polonais communistes. Donc il fallait peut-être penser effectivement à un autre pouvoir qui pourrait surgir et qui sera en meilleure position. Parce que Wałęsa aussi a été un des arguments dans cette histoire, dans ces marchandages. Wałęsa ne voulait pas sortir s'il n'avait pas la garantie de pouvoir rentrer en Pologne. C'est pour ça qu'il n'est pas allé chercher son prix Nobel de la paix, par exemple, au moment où il lui a attribué en 83. Et en fait, à chaque fois, les Français s'imaginaient que, enfin les socialistes français, puisque c'est d'eux qu'on parle, essayaient justement de donner quelque chose aux Polonais communistes pour en échange obtenir par exemple une visite de Wałęsa. Et le seul moment où ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est justement fin 88, c'est lorsque Wałęsa est invité par Mitterrand et avec tous les autres prix Nobel de la paix, et entre autres Sakharov, ça a été la grande rencontre entre Sakharov et Wałęsa, pour inaugurer le parvis des droits de l'homme à Chaillot. Et ça aussi, ça a été très amusant parce que tout le monde voulait rencontrer Wałęsa à l'époque. Enfin, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Évidemment, mes gentils camarades polonais étaient en train de parler politique et comment utiliser cela, donc c'est moi qui répondais au téléphone. Et entre autres, j'ai eu des échanges réguliers avec le chef du protocole de l'Élysée. En 3 jours, on était passé du statut d'invité spécial de la présidence à protocole pour chef d'État. J'ai regardé justement dans les archives des affaires étrangères pour essayer de comprendre. Il y a une note de l'ambassadeur 2 jours avant que Wałęsa arrive qui est quand même assez significative et qui montre que Wałęsa a toujours un prestige incontestable, surtout qu'on est après le fameux débat télévisé avec le syndicaliste polonais, syndicaliste entre guillemets, qui lui a donné une aura supplémentaire, et donc c'est probablement ça qui a fait basculer, parce qu'il est vraiment passé au niveau chef d'État avec motard, salon d'honneur, enfin bon, tout, on avait tout quoi. Et le chef du protocole avait d'ailleurs bien insisté pour que je comprenne et que je puisse transmettre qu'on avait relevé le statut. Mais ce qui a été très amusant, c'est que justement cette semaine-là, donc il y avait des tas de gens qui téléphonaient pour rencontrer Wałęsa, puisque bon, pour être baigné dans son aura. Et à un moment, je décroche le téléphone et j'entends quelqu'un qui me dit, une dame qui me dit, voilà, bonjour, c'est l'ambassade d'Allemagne et l'ambassadeur voudrait vous parler. Bon. Et j'entends un gentil monsieur qui parlait avec un accent et qui me dit, voilà, enfin bon, il se présente gentiment, et puis il me dit, voilà, monsieur Genscher, donc qui à l'époque était le ministre des Affaires étrangères allemand, serait prêt à venir à Paris pour rencontrer monsieur Wałęsa, si celui-ci est d'accord. Alors j'entends ça, bon, j'étais quand même une jeune femme à l'époque, comment dire, je n'étais pas encore au fait de toutes les stratégies politiques et diplomatiques, etc. Donc je dis quand même, écoutez, excusez-moi, là je suis vraiment débordée. Permettez-moi de vous rappeler, pouvez-vous me laisser votre numéro de téléphone? Parce que ma première pensée, ça a été quand même, est-ce que ça ne serait pas une blague de nos amis soviétiques? Une petite provocation?
Et dans ce cas-là, nous sommes au bord de l'incident, donc je ne vais pas prendre ce genre de responsabilité. Bon, alors très gentiment, il m'a laissé son numéro de téléphone. J'ai vérifié dans l'annuaire, parce qu'à l'époque on avait des annuaires, que c'était bien le numéro de l'ambassade d'Allemagne et pas celui de je ne sais qui. Et donc j'ai rappelé. Et effectivement, il s'est avéré, mais alors que faire? Parce qu'à l'époque, justement, c'est Chruszczynski qui était le directeur donc, du bureau de Paris, avec Milewski qui était le directeur du bureau de Bruxelles. C'était Milewski d'ailleurs qui prenait les décisions politiques, qui négociait l'ensemble de la visite en fait avec Geramek qui servait d'intermédiaire. Et Chruszczynski parlait au téléphone avec Geramek tous les jours. Mais on savait très bien évidemment que le téléphone était sur écoute, c'était évident. Et donc, quand j'ai transmis l'information, tout le monde se disait, on ne va pas en reparler avec Geramek au téléphone parce que c'est quand même quelque chose de suffisamment sensible pour éviter justement d'en parler et surtout d'avertir tout le monde de cette rencontre. Et donc ce qui s'est passé, c'est que finalement Milewski et Chruszczynski ont décidé que la rencontre aurait bien lieu, donc j'ai rappelé l'ambassadeur pour lui dire que oui bien sûr, etc., on serait tout à fait charmé ou tout à fait ravi. Je n'ai pas dit honoré parce que je connais suffisamment ma langue maternelle et la langue diplomatique pour éviter ce genre de choses. Je pensais évidemment, quant à moi, que c'était plutôt Genscher qui pouvait être honoré de rencontrer Walesa. Et puis la rencontre a eu lieu. Mais alors, ce qui était très drôle, c'est que le soir où Walesa arrive, donc avec Geramek entre autres dans sa suite, il y a Chruszczynski et Milewski qui me disent bah tiens, va donc dire à Geramek que Walesa doit rencontrer Genscher. Je leur dis pourquoi vous n'osez pas y aller. Bon, je plaisante parce que tous les deux étaient des hommes tout à fait courageux et déterminés, mais ils ont quand même préféré que ce soit moi qui annonce la chose à Geramek, parce que Geramek était évidemment quelqu'un qui décidait de tout, donc il fallait qu'on ait son accord. Bon, après quoi il s'est avéré que Geramek, comme d'autres d'ailleurs qui étaient auprès de Walesa, pouvait décider de tout pendant un certain temps, mais qu'au bout d'un moment, c'est Walesa qui décidait de tout et qui décidait de changer de conseiller. Donc, mais en tout cas, Paris, ça s'est très très bien passé. Ça a été un délire total. Et je me souviens de paparazzi qui attendaient parce que à l'époque, on avait loué aussi une petite salle en fait dans l'hôtel parce qu'il fallait accueillir les journalistes parce que les interviews s'enchaînaient à la vite, enfin à une vitesse insupportable. Et le soir, donc, je sors de l'hôtel pour rentrer chez moi et je tombe sur des paparazzis qui me disent, enfin, qui m'avaient aperçu et qui me disent, mais alors, il va pas faire Paris by Night, etc. Bon, il devait être, je sais pas, 11h du soir. Je les regarde, je leur dis non. Et j'avais envie de leur dire, mais allez donc à l'église polonaise demain à 6h, vous allez le rencontrer. Mais je me suis dit que les pauvres, ça serait un choc culturel. Ils s'attendaient plutôt à une autre distraction. Mais bon, mais l'enthousiasme était là. C'était une rockstar en fait. C'était de ça qu'il s'agissait. Mitterrand avait invité à l'époque, je ne sais combien, honnêtement je me souviens plus, mais il y avait tous les prix Nobel de la paix vivants qui étaient conviés. Bon, celui que tout le monde s'est arraché, c'est Walesa, c'est incontestable. C'est la vue des chars ou les queues qui sont plus exaltantes, enfin qui parlent plus à l'imagination des gens. Néanmoins, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un travail de fourmi. Le succès, en fait, il ne dépend pas de votre enthousiasme ou du nombre de personnes. Le succès, il dépend du travail continu. Mais ça, c'est la prof, évidemment, qui s'exprime. C'est-à-dire que si vous travaillez soigneusement, précisément, sans forcément avoir l'espoir de la réussite, mais au bout d'un moment, vous avez des résultats.